Bonjour à tous, je suis Caroline de Chanterac et je suis ravie de vous accueillir pour cette masterclass autour de l'écran d'après. Et cet après-midi, on va parler ensemble des outils qui peuvent aider les professionnels de l'audiovisuel à inclure plus d'enjeux sociaux et environnementaux dans leur fiction, donc films et séries. Et je suis ravie d'accueillir pour cela autour de moi Serge Ladron de Guevara, qui est producteur exécutif de Plus belle la vie. Enchanté. Lou Delbar, chef de projet RSE chez Canal+ et spécialisée dans les contenus. Bonjour. Et Valérie Zoïdo, autrice-réalisatrice, experte en nouveaux récits et cofondatrice du festival Atmosphère, du collectif Atmosphère. Voilà. Bonjour. Et à distance, nous allons aussi échanger avec Valérie Martin. Bonjour Valérie, qui est chef du service mobilisation citoyen et médias à l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Donc nous, chez Spark News, ça fait 10 ans qu'on fait émerger les récits de la transition écologique et sociale en se disant qu'il faut qu'on change la façon dont on raconte le monde pour justement porter ces enjeux sociaux et environnementaux de façon beaucoup plus inspirante. Et on travaille pour ça avec différents publics, les entreprises, les médias, et depuis 2 ans avec le secteur de la culture, à la fois les artistes, les entreprises et les institutions, au travers de la Fabrique des récits. Et c'est dans le cadre de la Fabrique des récits qu'on a organisé un grand rendez-vous qui s'appelle l'écran d'après à la fin du mois de mars et qu'on travaille donc sur un outil dont on va vous parler tout au long de cette masterclass. Je vais commencer du coup avec quelques questions pour Valérie Martin. Valérie, à l'ADEME, vous vous positionnez de plus en plus sur cette notion d'imaginaire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'une institution comme la vôtre passe d'une logique de communication sur les enjeux sociaux et environnementaux, les enjeux de la transition pour ce qui est de l'ADEME, à une logique de changement d'imaginaire? Oui, je peux. Bonjour à tous. Tout d'abord, peut-être pour répondre à ta question, il faut repositionner la problématique de la façon suivante, c'est que même si aujourd'hui on a l'impression que c'est une banalité de dire que face à l'urgence écologique, il va falloir faire évoluer nos modes de vie, que l'ensemble des signaux d'alerte est très clairement allumé. Hein. Aujourd'hui, on est en pleine canicule, donc je pense que ça parle très clairement à un grand nombre. Et malgré l'ensemble des campagnes de sensibilisation, de mobilisation, nos comportements, ils ont quand même relativement peu évolué. Alors, on s'est dit, il faut peut-être qu'on cherche à comprendre les raisons de ce blocage. Ça a interrogé notamment nos manières de communiquer globalement hein, dans la société et sur la façon dont on sensibilisait à ces questions liées au dérèglement climatique, avec une communication qui est peut-être trop fondée sur des données quantitatives, peut-être qu'elle génère surtout un imaginaire qui est autour de l'alourdissement des contraintes, la diminution des plaisirs. Peut-être également on s'est concentré sur le fait que la dégradation de la planète, elle était liée surtout à un sujet environnemental. Et du coup, les citoyens en ont une vision qui est peut-être trop écologiste, mais au sens politique du terme. Alors que parler de changement, des dérèglements climatiques, c'est parler de santé, on le voit bien encore une fois avec cette question de la canicule, mais c'est parler aussi de géopolitique. Hein, on peut faire référence à tout ce qui est migration. C'est parler aussi de conflits autour de l'eau, conflits autour de l'énergie, autour de territoires. Et puis c'est un problème économique. Et donc peut-être que pour accompagner cette approche systémique, cette approche plus collective qu'individuelle, plutôt co-élaboré, eh bien aujourd'hui on a besoin d'évoluer. Enfin, en quelque sorte, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, on est au cœur d'une bataille des récits avec, je vais être très caricatural et que je m'en excuse, d'une part, un récit qui est fondé sur le modèle existant, à savoir la croissance infinie dans un monde aux ressources infinies. Voilà. Qui plus est, qui vous dit que la consommation c'est le bonheur. Et puis à l'extrême
un récit qui a émergé, qui est fort, qui vient de la part de personnes qui connaissent très très bien les enjeux autour de ces problématiques, qui est plutôt un récit, on va dire, autour de l'effondrement. Et on se dit qu'il y a peut-être une troisième voie, une voie du milieu à tracer dans un monde qui quand même en perte de repères global, voilà, écologique, démocratique. Et à ce titre-là, il va falloir qu'on produise d'autres imaginaires. En gros, la co-construction d'une résilience solidaire. Et ça, c'est l'ambition que nous avons. Et on voit bien que du coup, ça nous fait passer d'une logique de communication à une logique de promotion d'un nouvel imaginaire. Ça veut dire que c'est dépasser le cadre de l'information exacte, très quanti, de mobiliser également, d'éviter de mobiliser des termes et des lexiques qui sont parfois, j'allais dire, très jargonneux, qui fait qu'il y a une certaine distance. Et donc, c'est de passer d'une communication qui était parfois très rationnelle, peut-être trop, en même temps il en faut, à un échange, à une projection dans un imaginaire qui fait beaucoup plus appel à l'émotionnel. Et en gros, la question qu'on essaye de se poser, et c'est la question qui nous anime à l'ADEME, c'est comment on va passer à un modèle qui va renouveler nos façons de produire, nos façons de consommer, nos façons de travailler et plus globalement nos façons de vivre ensemble. Et donc, c'est quoi cette nouvelle narration du monde de demain que nous souhaitons co-construire? Donc voilà, et pour voir le jour, tous ces récits-là, pour nous, c'est extrêmement important de mobiliser le secteur culturel, parce que soyons très clairs, hein, si on avait la solution tout de suite, ce serait fantastique, mais enfin on l'a pas. Et pour pouvoir promouvoir une société qui est plus désirable, hein, de cette société d'un monde qui nous permette de pouvoir être plus en phase avec les ambitions d'un monde qui aurait atteint la neutralité carbone à l'horizon 2050, pour participer à ce contre-récit, que ce soit l'ensemble des arts, hein, bien sûr, audiovisuels, mais aussi les arts vivants, la publicité, la culture populaire. Eh bien, notre objectif, c'est de se dire comment on va pouvoir accompagner justement le travail que les acteurs culturels vont pouvoir faire pour faire changer nos représentations, parce que le secteur culturel, il dispose de ces clés-là, et donc c'est un acteur vers lequel il nous paraissait indispensable de nous tourner. Et voilà, et ça fait partie des actions que je mène, notamment dans le cadre de la stratégie grand public que je pilote à l'ADEME et qui a été validée en 2018. Voilà, c'est un travail qui est long, mais qui est passionnant, et avec des très belles rencontres et avec une évolution voilà, passionnante. Et donc, du coup, on est fiers d'ailleurs d'être partenaire fondateur de la Fabrique des récits, de travailler également au collectif Atmosphère, au festival Atmosphère, et puis de soutenir bon nombre d'actions. Ça, je pense que c'est important, des festivals, des films, mais aussi des guides méthodologiques pour essayer d'apporter voilà des façons de travailler, puis des études. Alors justement, du coup, à propos d'études, vous venez de sortir une dernière étude avec Place to Be et BVA qui s'appelle Des récits et des actes, qui était justement fondée sur l'impact des créations et productions audiovisuelles, de pouvoir mesurer cet impact sur le comportement des spectateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment a été menée cette étude? Quelles leçons vous en avez tirées? Oui, déjà, ce qui est important à noter, c'est que cette étude, qui était pilotée par Place to Be et dont nous sommes partenaires avec BVA, c'est que la question qui est posée, hein, c'était vraiment la place et le rôle de la culture populaire pour justement accompagner cette sensibilisation et favoriser la transition écologique. Et pourquoi la culture populaire? Parce que c'est quelque chose qui nous paraît être un levier extrêmement intéressant. C'est parce que elle détient le pouvoir de pouvoir parler au plus grand nombre, et elle a différents styles, différents formats, audiovisuels, littéraires, théâtral, et donc elle va pouvoir aussi faire développer, exister nos imaginaires pour donner à voir comment on va pouvoir expérimenter des sociétés plus soutenables. Et donc dans cette étude, qui a aussi une particularité, c'est que elle s'est fondée sur, disons,
une relation un peu particulière que nous avons eue avec 40 personnes que nous avons recrutées, une cohorte qui, pendant plusieurs mois, a été soumise à des impulsions culturelles de façon à pouvoir comprendre et à pouvoir analyser avec ces personnes comment ils ressentaient un certain nombre d'œuvres de culture populaire. Alors comme ça se passait un peu dans le confinement, nous nous sommes concentrés sur les fictions. Au départ, notre ambition était plus large en matière d'œuvres culturelles, mais voilà une méthodologie de travail qui est déjà en elle-même extrêmement intéressante parce que de toute façon, quand on parle de transition écologique, il faut aussi qu'on soit dans l'écoute. Donc, ces 40 personnes qui ont été confrontées à des ressources culturelles, qu'est-ce qu'elles nous ont dit pour répondre à la question qui était au cœur de nos interrogations, comment fait-on un récit encapacitant, c'est-à-dire un récit qui va nous permettre de passer à l'action. Alors, d'abord, ce qu'ils nous ont dit, c'est que la plupart des œuvres culturelles qui portent sur ces questions de transition écologique, à l'heure actuelle, ça leur provoque plutôt des émotions très négatives, donc qui vont complètement à l'encontre de ce qu'ils recherchent dans une œuvre de culture populaire, puisqu'ils y recherchent, et c'est logique, de la joie, de la surprise, de l'intérêt. Ils nous ont également dit, attention à l'importance du contenu des récits. Il faut que le récit soit en capacité de susciter des émotions positives. Ça ne veut pas dire un truc bisounours qui finit avec une happy end à la fois, mais en tout cas qui puisse susciter chez nous des émotions positives et de composer avec des éléments réalistes en montrant que d'autres voies sont possibles. Ça, de façon à essayer de quelque chose faciliter le changement et par de la préfiguration que le récit pourrait apporter. Bien sûr, sans surprise, tout ce qui est lié à la qualité de l'intrigue, elle est décisive. On vient avant tout voir une œuvre de culture populaire. On vient pas voir un cours magistral sur la transition écologique qui pourrait donner à penser que, comme d'habitude, on va être dans des choses un peu entre guillemets moralisatrices et donneuses de leçons. Voilà, donc ça c'est une autre des choses. Et puis surtout, ce qu'ils veulent, c'est que ça fasse écho à leur réalité pour que eux aussi ils puissent se dire et si je devenais moi aussi acteur de ma propre réalité dans ce contexte-là. Donc ça c'est important. Ils nous ont également dit que la place de la fiction elle était majeure, c'était vraiment quelque chose d'important pour eux, plus que d'autres formats de type documentaire ou autre, parce que ils trouvent que ça a la vertu de pouvoir développer des imaginaires, l'empathie et donc à concevoir autrement le réel. Ils nous ont parlé de modèles de héros. Alors c'est clair, Wonder Woman et autres héros de Marvel Exit souhaitent avoir plutôt du anti-héros ou le héros du quotidien parce que on se sent plus proche de lui. Donc ça c'est important et donc on peut mieux s'identifier. Donc ça peut mieux nous encourager à agir. Au-delà, ils nous ont parlé de la forme du récit, esthétisme de la production, le ton employé, donc humour, joie, la musique aussi, un rôle très important, et puis des formats plutôt courts et rythmés. Puis au-delà, il y a une vraie volonté de donner de l'air à l'imaginaire, d'avoir une ouverture vers tout ce qui est plus poétique. Et enfin, dernier point, je pense que ça aussi c'est important, ils nous ont dit, voilà, au-delà de l'œuvre en tant que telle, de l'œuvre culturelle, c'est que pour devenir plus engageant, le récit peut être prolongé dans le réel et que là aussi ça fait suite aux travaux qu'on avait menés avec Valérie, mais je pense qu'elle en parlera peut-être tout à l'heure, une étude sur le storytelling qui montre bien l'important de prolonger l'expérience parce qu'un film ou une fiction seule ne peut pas suffire à faire changer les comportements. En revanche, le fait de retrouver soit sur un site, soit sur une appli, soit par des vidéos courtes, un certain nombre de compléments. Je pense par exemple à ce que à ce qu'a fait Animal avec un site avec un site internet sur ces questions liées justement au questionnement posé par le film ou dans 13 Reasons Why où justement il y a un site qui est mis en place et à disposition des gens sur la question du harcèlement. Voilà, on voit qu'il y a
on a certaines pratiques qui commencent à se faire et même on peut aller jusqu'à imaginer pourquoi pas d'autres pistes de réflexion sur l'écriture d'un scénario participatif. Et à ce titre, on est ravis d'être partenaire du collectif Atmosphère et de Blue Nove sur la très belle Assemblée citoyenne des imaginaires. Voilà en gros. Et là aussi, Valérie, je la laisserai en parler tout à l'heure. Voilà en gros tout ce que cette étude des récits et des actes que je vous invite à lire intégralement, à partager. Il y a beaucoup de verbatim et il y a des pistes de réflexion. Et je pense que donc le secteur culturel peut, ça fait partie des contenus qu'il peut partager. Merci beaucoup Valérie pour ton analyse et ton retour d'expérience à ce sujet. On te laisse retourner à tes nombreuses obligations et merci pour ton soutien à tous ces projets. Merci beaucoup à toi. Du coup, cette étude, si on avait besoin de preuves, elle vient confirmer le fait que la fiction a effectivement un très fort pouvoir d'impact au-delà des documentaires qui, par essence, portent ces sujets. Et donc, on a besoin de démultiplier ces contenus de fiction, des films, des séries, mais aussi des programmes de flux pour porter ces sujets. Ça ne veut pas forcément dire que ces sujets-là vont être au cœur de l'intrigue, mais juste qu'ils peuvent être infusés. C'est une question un peu de curseur. On va en parler justement tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a donc un an tout pile, au Deauville Green Awards, avec des discussions, différentes discussions avec des acteurs du secteur. Nous avons eu l'envie de créer avec le Media Club Green et puis Get the Moon l'écran d'après, un grand rendez-vous donc qui a réuni plus de 170 créateurs, producteurs et diffuseurs de la télé et du cinéma le 31 mars dernier, pour réfléchir ensemble à comment justement tous ces films et ces séries peuvent porter ces sujets, en gardant évidemment tous les éléments qui font le succès de ces fictions, puisqu'on a tous la même envie, c'est qu'il y ait une audience au bout du chemin et au bout de la diffusion de ces contenus. Donc on a pendant cette soirée eu deux enseignements majeurs qui ont été partagés. Le premier, c'est la nécessité de former les équipes pour qu'elles soient elles-mêmes sensibilisées à ces sujets. Et le deuxième, c'est de pouvoir inclure dans ce processus l'ensemble de la chaîne créative, donc des créateurs aux diffuseurs, puisqu'on sait que pour qu'il y ait une vraie évolution, il est vraiment nécessaire de pouvoir avoir l'ensemble des acteurs qui va être convaincu, qui va se questionner et qui va donc s'engager à faire évoluer les contenus. Et suite à cette soirée à laquelle vous avez tous les trois participé, on a donc décidé de créer un guide de l'écran d'après, qui est un outil qui va être mis à disposition des professionnels de l'audiovisuel à l'automne. Et c'est un guide qui a pour vocation d'aider au questionnement, de venir interroger les automatismes d'écriture par rapport à des messages sur notamment des différentes thématiques, par exemple le lien social, le modèle sociétal et le lien au vivant, et de se demander finalement quelles sont les représentations qu'on fait passer dans nos contenus et comment est-ce qu'on peut les faire évoluer. Et ce guide sera plus qu'une grille de lecture, puisqu'il sera accompagné à la fois de contenus complémentaires, mais aussi d'un guide de bonne pratique, d'un annuaire qui permettra de rentrer en contact avec des experts, etc. Donc, notre premier atelier autour de ce guide, c'est un guide qui est co-construit avec des professionnels du secteur pour qu'il ait un maximum d'impact et qu'il soit le plus proche possible des besoins des professionnels. Donc, vous avez assisté tous les trois à ce premier, participer plutôt qu'assister d'ailleurs, à ce premier atelier de lundi. Et en amont de l'atelier, on vous avait fait parvenir un questionnaire pour vraiment bien comprendre quelles sont vos pratiques actuelles et quels sont vos besoins. Et Lou, toi, notamment, tu nous as dit que vous utilisez déjà quelques outils chez Canal. En tout cas, vous les connaissez. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous utilisez différents tests et quel est le processus créatif avec vos équipes pour interroger ces messages-là? Oui, alors déjà, il faut savoir qu'on ne part pas de zéro tous autant que nous sommes, qu'on soit producteurs, diffuseurs. Les fictions, elles sont déjà scrutées, elles font déjà l'objet d'un certain nombre d'analyses et elles sont notamment régulées par l'Arcom qui publie chaque année son baromètre de la diversité dont on peut tirer déjà un certain nombre d'enseignements. Donc nous, déjà, on est parti de ce constat-là et on s'est dit qu'on allait aller un cran plus loin puisque le baromètre de l'Arcom se base sur tout programme confondu 2 semaines dans l'année et c'est renouvelé chaque année. Et donc, on a pris un échantillon, on a choisi de s'intéresser à nos créations originales et à nos créations décalées
puisqu'elles sont vraiment représentatives et emblématiques de la volonté du groupe Canal+ en matière de fiction et de storytelling. Et on est parti par le prisme des personnages. Donc en fait, on a repris les catégories de l'Arcom et chaque personnage de création originale, à partir du moment où il est de rang 1, 2, 3, donc il prend la parole et on connaît son nom et il a un peu d'importance, il est indexé en fait. C'est de façon bête et méchante. On remplit des cases avec sa CSP, sa profession, son genre, son orientation sexuelle, qui est un critère qui n'est pas évalué par l'Arcom, mais qui est évalué aux États-Unis par le GLAAD, qui chaque année produit un super rapport sur le sujet. Donc voilà, on est allé piocher s'il y a d'autres critères que j'ai oubliés, dont l'origine perçue, l'âge, et donc on est allé piocher dans l'existant déjà pour nous faire un constat, faire une photographie. À partir de là, on déduire là où on était bon ou pas, et est-ce qu'on avait une vraie représentation et une vraie représentativité de la société française. Ça marche quand on a un volume. Maintenant, fiction par fiction, on est obligé de basculer dans quelque chose d'un peu plus qualitatif. C'est tout à fait justifiable de faire une fiction qu'avec des hommes et de parler de féminisme. Enfin, ça peut s'entendre. On peut toucher à... Là, on rentre dans la complexité, on rentre dans des questions de registre, etc. Donc, quels outils pour nous accompagner et pour aller un peu plus loin? Et donc, on a repris quelque chose que beaucoup connaissent, qui est le test de Bechdel, déjà. Donc le test de Bechdel, pour rappel, c'est pour vérifier la présence de femmes en fait et l'importance de femmes dans un récit. Donc il repose sur 3 critères. Il faut qu'il y ait 2 femmes qui sont nommées, qui ont un nom et un prénom, qui parlent ensemble et qui parlent d'autre chose que d'un homme. Et ce qui est assez dingue avec le test de Bechdel, c'est qu'en fait, il est un peu naze finalement, parce que si vous avez 2 femmes nommées qui parlent ensemble et qui parlent de vernis à ongles pendant 30 secondes dans un film, et ben on passe le test. Là où il est bon, le test, c'est que c'est une démonstration par l'absurde, et en fait, la moitié des films au box-office ne passent pas le test. Et il y a une étude du collectif 50-50 sur le dispositif d'éducation à l'image collégien, lycéen, écolier au cinéma, etc., qui s'est prêté à l'exercice et qui montre qu'on est globalement à moins de la moitié, moins de la moitié des films qui passent le test. Donc nous, on l'a passé épisode par épisode déjà sur nos créations originales, et on a bien progressé. On était à plus de la moitié la première fois qu'on a vu. Et vous avez donné des directives pour que ça évolue justement? Il y a eu une politique volontariste derrière d'augmenter en fait ce quota, et finalement on se rend compte que c'est quelque chose qui doit être pensé dès le départ. En fait, quand on a des personnages féminins qui sont établis, qui sont importants, des séries qu'on diffuse comme Hippocrate par exemple, vous avez des personnages féminins forts qui sont ancrés dès le départ, ça va passer le test de Bechdel pendant toute la série. Et il y a vraiment des séries d'une saison à l'autre où on a réfléchi au genre des personnages, est-ce que c'était vraiment pertinent? Parfois on a changé le genre, on s'est dit que ça pouvait même enrichir la narration. Et du coup, on est passé, c'est un chiffre qu'on communique vis-à-vis Vivendi, on est passé à 76% de réussite au test de Bechdel sur nos diffusions 2021, ce qui est pas encore parfait, mais ce qui est un bon chiffre compte tenu de ce qu'on observe en général. Et donc, après, c'est toujours, on se dit, faut remettre une surcouche. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Le test de Bechdel, c'est une démonstration par l'absurde. On va l'enrichir et on va proposer un test qui permet d'attester d'une bonne représentation non stéréotypée des femmes, et pas d'attester de leur absence s'il échoue. Et donc, du coup, on a travaillé, nous, en interne, sur ce qu'on a baptisé le test de Bechdel amélioré, dans lequel on pose 6 questions. On s'interroge notamment sur l'équilibre nudité entre les hommes et les femmes, l'implication des personnages masculins dans la sphère domestique et familiale, d'autres critères comme le nombre de femmes à des positions d'autorité. Et donc tout ça sert de guidelines, et aujourd'hui c'est presque un post-it en fait pour les équipes créatives, des questions à se poser. Et je te rejoins complètement. Bon, on en a déjà discuté, mais quand tu dis qu'il faut former les équipes, et là-dessus on a déployé notamment une sensibilisation aux stéréotypes dans les contenus. Donc on a déjà formé plus de 150 personnes qui font partie des équipes créatives, mais aussi des équipes de communication. Il y en a un spécifiquement pour la communication derrière, comment on fait vivre ces récits. Donc c'est ce que tu disais sur toute la chaîne de valeur. C'est ça, l'importance. Et dans laquelle on reste aux aguets et on reprend un peu tout ça. Donc là, on vient enrichir d'autres tests qui existent que je vais pas détailler ici, mais le test Disability Representation sur le handicap, le Planet Test pour parler d'écologie. Et en fait, il y a plein de choses qui émergent maintenant. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, par exemple, il y a les entreprises pour l'environnement qui a sorti un guide sur la représentation des modes de vie et la transition écologique.
C'est à destination plutôt des communicants et de la publicité. Mais finalement, on peut aussi l'appliquer à la fiction et en fait, il s'intéresse à des comportements, à des modes de vie et il propose des alternatives. Donc, ça va être par exemple les plats, la nourriture. On a l'alimentation qui est systématiquement carnée dans les fictions. Est-ce qu'on peut repenser ça autrement? Et tout l'enjeu quand on est créateur, créatrice, c'est de se poser la question de est-ce que c'est pas aussi une opportunité d'ouverture d'imaginaire et d'enrichissement de récits? D'où l'idée aussi d'avoir un guide qui puisse regrouper toutes ces thématiques. C'est ce qu'on va essayer de faire avec ce guide de l'écran d'après, puisqu'il y a différents sujets. Donc, tu parlais du modèle sociétal, la diversité, et puis le lien au vivant. Du coup, Serge, vous essayez avec Plus belle la vie. On sait que Plus belle la vie est une référence un peu sur l'intégration de ces différents sujets et thématiques. Comment est-ce que vous faites pour continuer d'évoluer justement sur ces sujets? Vous avez déjà un petit peu d'expérience du coup, et quels sont les retours que les spectateurs notamment ont pu vous faire, et quelle évolution du coup vous avez envie de mettre en place par rapport à peut-être la formation de vos scénaristes ou autres? Alors, c'est vrai que ce sont des sujets que l'on traite au quotidien. On a l'avantage sur une série comme Plus belle de pouvoir les traiter au long cours, de pouvoir les multiplier aussi, de pouvoir faire des expériences d'une certaine manière. On a traité à peu près de tous les sujets avec plus ou moins de bonheur. On a certaines études qui ont été faites, qui ne sont pas systématiques, mais qui nous ont permis à minima, en tout cas, une des dernières thématique qu'on a traitée, qui traitait vraiment de l'écologie avec une jeune fille activiste très engagée. On a un public qui, a priori, n'est pas conquis. C'est un public très populaire et qui a, lui, surtout, l'envie de voir ces héros, des histoires d'amour, des histoires de romanesques ou autres. Et donc, on s'est rendu compte qu'en tout cas, il n'y avait aucun phénomène de rejet, voire même une forme d'adhésion à la cause que défendait la jeune héroïne. Donc ça, c'est plutôt positif. En d'autres temps, on avait fait une étude aussi sur les violences conjugales, et on avait eu des résultats assez édifiants sur le fait que les gens en avaient appris non seulement beaucoup, mais surtout avaient continué à se renseigner après avoir vu la série et après avoir compris ce qui se passait à l'intérieur de ce couple à travers la fiction, justement. Presque une certaine responsabilité du message du coup qu'on passe. Exactement, c'est pour ça que, de la même manière que dans les représentations, on fait très attention à ce qu'il y ait un équilibre. En même temps, encore une fois, c'est une série populaire, donc l'objectif n'est pas de traiter spécifiquement de ces sujets, mais je trouve assez intéressant de pouvoir les infuser un petit peu en filigrane. C'est pas le sujet central, mais il est partie prenante de l'histoire, et donc ça permet petit à petit de rentrer dans les consciences de cette manière-là. Comment vous accompagnez vos auteurs, du coup, justement pour cette évolution, puis pour aller de plus en plus loin ou aborder peut-être des nouveaux sujets par rapport à ceux qui connaissent déjà? Alors, on essaie de les inciter à s'ouvrir. Ils rencontrent des experts. On a expérimenté justement une autre manière de travailler avec eux. C'est-à-dire qu'au moment de la réflexion, quand ils partent sur une thématique qui est, par exemple, sur un prime, on a traité du problème énergétique qui était très secondaire, mais une période de grand froid crée un blackout complet dans la région. Donc plutôt que de parler d'une action concertée ou de gens qui viendraient détruire, c'est la situation climatique qui a fait que. Donc voilà, ça c'était en filigrane, et donc ils se sont fait aider par des experts, des gens qui les ont nourris d'expériences et de choses vécues, de la même manière que c'est ce qu'on avait fait avec la jeune fille dans son arbre. Là, cet été, on va traiter des incendies géants. Donc, la thématique, c'est l'été brûlant, au sens propre comme figuré. Et donc, on se sert là aussi principalement du romanesque pour infuser un petit peu ces informations. De l'importance de former du coup les auteurs à tous ces sujets. Exactement. Valérie, c'est ce que tu fais aussi, toutes ces actions de sensibilisation avec les auteurs, notamment dans le cadre du festival Atmosphère. Comment on fait, du coup, concrètement, toi qui es sur ces sujets depuis plusieurs années, quelle évolution tu vois et comment tu continues justement d'adapter aussi ta méthodologie et tes façons de faire pour accompagner ces auteurs qui sont forcément, parce qu'on parle de plus en plus de ces sujets, qui sont de plus en plus alertes, mais il faut continuer et les former en permanence?
Alors, j'ai pas de réponse toute faite, puisque je me considère comme une chercheuse, au-delà d'être autrice-réalisatrice, donc je cherche au niveau des nouveaux récits. Moi, ce que je peux te dire, c'est que donc ça fait 15 ans que je me pose la question effectivement de comment on change de braquet, comment on accélère ce storytelling. Je viens du journalisme de solution. À la base, et justement, comme tu le sais, parce que à chaque fois je te le raconte, j'étais un peu dans le il faut que yaka, c'est-à-dire voilà, je pense notamment à ma série Objectif 2050 où je raconte la transition vers la société post-carbone et donc l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'autonomie des territoires, l'autonomie de l'industrie, enfin bref. Et donc du coup, déjà j'ai mis très longtemps à formaliser cette pensée-là. C'est-à-dire comment on raconte les révolutions simultanées, comment on raconte les crises systémiques et comment on raconte ensuite ce nouveau monde compatible avec le vivant d'une manière interdisciplinaire. Ça a l'air con comme ça, mais c'est hyper complexe. Et en plus, le raconter d'une manière désirable, avec une vision... Oui, ce que disait Valérie aussi, l'importance d'avoir un récit positif, voilà, réaliste, auquel on peut se raccrocher. Etc. Et en même temps, qui soit compatible avec les codes du storytelling, puisque L'amour heureux n'a pas d'histoire me raconte les scénaristes dans cette fameuse étude dont parlait Valérie Martin, que j'ai coécrite, enfin que j'ai écrite en fait, voilà, qui s'appelle Quel storytelling pour les enjeux, quel storytelling des enjeux actuels pour donc dans le cinéma et les séries télé. Et donc concrètement, comment on fait ? Moi, je pense que moi, ce que je fais, c'est que je partage finalement mon expérience de compréhension du réel. Parce que en fait, c'est pas. Je trouve que contraindre la création, c'est vraiment c'est problématique. Parce que dans le fond, quand on est un créateur, quand on est un auteur, on a envie de raconter une histoire qui nous tient à cœur. Alors parfois, c'est inspiré de notre vécu ou de quelque chose qui nous a changé la vie ou d'une histoire d'amour ou enfin voilà, un truc qu'on a dans le cœur et dans les tripes, quoi. Et donc si on arrive avec une grille en vous disant alors là il va falloir que ton perso il ait telle psychologie, il ait tel métier, puis qu'il fasse ça, etc. Enfin, il y a un moment donné, on va dire faites-le, quoi. Puis on va avoir les mêmes contenus partout. On va avoir les mêmes contenus partout, alors que dans le fond, ce qui met en mouvement, c'est quelque chose qui est très émotionnel, en fait, quelque chose où on sent que là, cette histoire, elle vient vraiment du cœur, quoi, qu'il se passe un truc, que c'est presque comme si l'auteur avait canalisé une histoire qui vient d'ailleurs, finalement. Et donc, pour moi, la seule chose que je pense qu'il est souhaitable de faire, c'est de former aussi bien les auteurs que les producteurs, que les diffuseurs, que les réalisateurs, enfin bref, tout le monde de la chaîne à comprendre la complexité du monde. En fait, c'est de former les gens à la pensée systémique pour que finalement, on soit à même de comprendre ce à quoi peut... Enfin, d'abord, la situation que l'on quitte, quelle est la complexité donc des enjeux actuels, et ensuite, le monde dans lequel on va aller. Et donc, à quoi, encore une fois, sans être ayatolesque, à quoi pourrait ressembler une société compatible avec le vivant. Et donc, fort de ces éléments-là de compréhension, dont on invite les scénaristes, les auteurs, bref, tout le monde de la chaîne à s'inspirer et à épouser en fait ce mode de pensée, ce qui est quand même pas facile. Ensuite, libre à eux d'écrire ce qu'ils veulent, voilà, en continuant, un peu comme disait Serge, à raconter des histoires d'amour, ou même des, je sais pas moi, des polars, qui est du suspense, mais au moins avec cette pédagogie douce infusée à l'intérieur des histoires, et que tout simplement, les histoires reflètent la société contemporaine, comme les histoires des années 90 et 80 reflétaient très très bien les codes du capitalisme. Et donc voilà, et l'idée finalement, et ce qui est un peu en train de se passer en ce moment, c'est cette convergence entre le réel et la fiction. C'est-à-dire comment finalement le réel influence la fiction, mais comment la fiction aussi va influencer le réel pour finalement le réenchanter, et qu'ensemble on crée de nouveaux imaginaires pour engendrer une nouvelle réalité. Et voilà. Et les connivences se font un peu partout. Je voyais hier, alors sur un autre sujet, mais il y a eu une tribune, je ne sais pas si vous l'avez vu, de plus de 200 acteurs et réalisateurs à Hollywood
qui disent, par rapport au débat qu'il y a sur les armes en ce moment aux États-Unis, qui disent nous on peut pas changer la loi. Par contre, on voudrait que le cinéma nous aide à faire changer les mentalités sur le port et l'utilisation des armes aux États-Unis. Et donc, on vous demande, vous, acteurs du secteur audiovisuel américain, de prendre vos responsabilités par rapport à ce message-là et de vous questionner sur l'utilisation des armes la représentation des armes dans vos films. Et je trouve que c'est un message hyper puissant. Alors, c'est sur un autre sujet que le nôtre, mais on en arrive encore à cette connivence du poids et de l'importance de la fiction, notamment de l'audiovisuel en général, mais de la fiction là en particulier, pour toucher les gens et les faire réfléchir. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que t'évoques exactement le point de départ de notre projet avec Valérie Martin sur quel storytelling des enjeux actuels. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte, et pourquoi on a voulu faire des formations ensuite avec le Festival Atmosphère, dans le cadre de notre parcours Nouveau Récit, c'est qu'on s'est rendu compte que ce qui était proposé comme formation aux scénaristes, c'était tantôt des formations auprès de la police pour des polars, tantôt des formations avec l'armée pour des films de guerre. Et en fait, on s'est dit, c'est dingue, les scénaristes, ils sont formés à la guerre, en fait, enfin, à la mort. Pas à la vie. Comment ? Pas à la vraie vie. Et voilà, et il n'y a pas de formation concrète, en fait, où on les branche sur l'éros, en fait, sur la vie, l'amour, la paix. Et alors, pourquoi on n'apprendrait pas à faire la paix comme on apprend à faire la guerre, quoi ? Et c'est toute la question, en fait, d'insuffler de l'éros dans les récits. Et effectivement, dans ce qui ressort de l'étude de quel storytelling, c'est qu'en fait, mais clairement, les contenus... Alors, justement... Vous n'êtes absolument pas représentatif, hein, Plus belle la vie. Et donc, mais en tout cas, il y a beaucoup de contenus qui sont quand même très empreints d'énergie de mort, quoi, d'énergie de Thanatos. Mais encore, quand la mort, elle est là pour donner du sens à la vie. Mais là, c'est la mort qui donne du sens à la mort, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment on se complaît une certaine idée du futur. C'est clairement c'est une certaine idée de la société désenchantée, cynique, qui en fait finalement finit aussi par décomplexer la violence, quoi, qui finit par décomplexer l'humain, désacraliser l'humain dans ce qu'il a de beau et de sensible. C'est ça. Alors, on parlait du coup tout à l'heure donc de former les auteurs. Et il y a une vraie question, et c'est beaucoup ressorti lundi quand on a échangé tous ensemble, qui est aussi sur la diversité des auteurs, puisque pour incarner forcément un certain message, c'est aussi important de pouvoir le porter dans les équipes techniques. Serge, par exemple, au sein des auteurs du coup de Plus belle la vie, est-ce que c'est une question à laquelle vous prêtez attention ? Alors, objectivement, non. En tout cas, la sélection des scénaristes et auteurs ne se fait pas de cette manière-là. En revanche, on a un panel assez intéressant puisqu'on a 31 scénaristes qui travaillent et on a, je vais pas dire de bêtises, oui, 12 hommes pour 19 femmes. Donc, c'est plutôt sympathique. En revanche, bravo. un peu comme ici, en fait. Et après, en termes de représentation, là, on est plus à la peine. On a une des auteurs qui est d'origine tunisienne et une autre vietnamienne. Donc voilà, alors évidemment, il y a un gros turnover au niveau des auteurs. Donc bon, mais en tout cas, la photographie actuelle, c'est celle-là. Et ça vous questionne du coup ? Ah bah oui, concrètement. Ça vous donne envie d'y prêter plus attention pour la suite ? Bah, typiquement, ce genre de réunion que l'on a fait autour de l'écran d'après, ça nous permet de se poser ce genre de questions qu'on ne se pose pas spontanément, mais qu'impérativement on doit maintenant intégrer dans notre réflexion, dans notre manière de construire nos équipes, comment les former, comment les amener à avoir eux aussi ce type de réflexion. Donc c'est toute une chaîne chaîne vertueuse qui est à construire, quoi. Et toi, Lou, chez Canal, comment est-ce que vous faites attention à cette question, la diversité des auteurs ? Effectivement, ce sont des questions qui vont de pair. Ça me paraît impossible d'adresser ce qu'il y a devant la caméra sans se poser la question de ce qu'il y a derrière. C'est ce que tu disais, Valérie, la fiction s'imprègne du réel et après, l'inverse, la fiction va insuffler des choses dans le réel. On met un peu de soi dans les histoires, on va apporter qui on est, et en fait, si on a une histoire qui est un terrain encore inexploré de narration parce qu'on est issu de telle minorité ou telle intersection de minorité, ça ouvre le champ des possibles, et en plus, ça fait du bien.
à tout le monde. Et à l'inverse, il va y avoir cette preuve par l'exemple de un tel est monté, il y a tel contenu qui est fait à tel endroit, donc je vais pouvoir le soumettre ici. Puis ça pose la question de toute la chaîne de commandement aussi, qui va me soutenir, qui va me mentorer, qui va me coopter, qui va me donner de l'argent. Enfin, c'est quand même super important. Et là-dessus, moi, je pense que, et on y travaille avec la direction de la RSE, mais aussi les RH chez Canal+, il y a des méthodes qui ont fait leurs preuves. On peut parler des quotas, on peut parler de discrimination positive assumée, on peut parler de la parité dans les entreprises, minimum récupérer au moins un CV de femme, un CV d'homme. Je me dis qu'en production c'est pareil, on peut considérer, se dire ah oui là sur mon line-up j'ai rien qui est porté par, tous les profils qui portent mes propositions se ressemblent. Et là il faut aller chercher, donc il faut vaincre l'autocensure, il faut vaincre le syndrome de l'imposteur, donc il faut faire des appels. Faut ouvrir, faut faire la démonstration par l'exemple, ce que je disais, s'appuyer sur des talents peut-être qu'on a déjà, se dire tiens il y a telle création à tel endroit, et puis après il y a plein de choses à aller faire du côté des écoles, parce que souvent quand on est au stade de la création, au stade des entreprises, on se dit oui mais non mais c'est pas ma faute, il n'y a pas les diplômés. Alors déjà quand on regarde on se rend compte que en fait les diplômés ils sont là. C'est juste qu'on les finance pas quand ils sortent. Mais quand bien même, il faut aussi enrichir ce tissu-là et du coup dialoguer avec les personnes qui font ça bien. Je pense à des organismes comme la Cinéfabrique, comme Il Visage, comme Courtrajmé. Donc c'est des gens avec qui on discute, on reste à l'affût, on va voir leurs propositions, on les invite. C'est des gens qui par ailleurs étaient aussi invités pendant l'écran d'après. Et donc on s'enrichit de tout ça. Et par exemple sur la série La création décalée Narvalo, on a collaboré lors de la 2e saison avec le LABEC. Ça a permis à des talents d'émerger. Et ça a permis en fait de briser des frontières qui étaient là un peu sans raison. Une fois qu'elles sont brisées, on se dit mais finalement pourquoi ? Comment on a fait jusque-là ? Comment on a fait pour se louper pendant tout ce temps ? Voilà, donc je pense que ces méthodes-là, elles ont fait leurs preuves. Il faut s'en inspirer. Et puis après, une fois qu'on a fait rentrer du monde, ça se fait naturellement, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, questionner les automatismes d'écriture à la fois dans le fond et dans la forme, du coup, pour s'entourer des personnes concernées. Enfin, c'est ce qu'on disait pendant le guide aussi. On a le droit aussi d'écrire sur ce qu'on connaît pas. Mais c'est l'occasion justement d'ouvrir. C'est rare d'aller se lancer dans une fiction sans faire une recherche de terrain, une recherche documentaire. De la même manière, le dialogue et la collaboration, c'est une manière d'enrichir son récit. De façon à ce que à la fois les équipes et les contenus qu'ils vont porter soient représentatifs de la société dans leur ensemble, du coup, dans son ensemble, pardon, en termes de diversité. Alors toi, Valérie, tu te lances un pari un peu plus fou avec Valérie Martin, justement en termes de société, d'aller chercher des imaginaires. Tu vas aller les sourcer directement auprès de l'ensemble des citoyens. Ah, moi, je suis comme ça. Rien que ça. Moi, je vais à la source. Si tu veux, le truc, ce qui s'est passé, c'est que à force moi-même d'entendre quand j'allais pitcher des projets de docu depuis des années, de toute façon l'écologie, mais quoi, c'est quoi l'écologie? Ça marchera jamais, ça n'intéresse pas le public. Voilà, faut dire que je m'y suis prise en avance et que objectif 2050, je me suis pris des claques sur claques. J'ai fait, grâce finalement à Christine Coquelin, qui est une directrice, la directrice des documentaires de Canal, que tu connais bien. Heureusement, grâce à elle, c'est une femme engagée, elle m'a programmée. Mais je veux dire, si elle n'avait pas été là, franchement, ma série serait encore dans les tiroirs, quoi. Donc c'est vrai qu'à force d'entendre ça et d'entendre les autres scénaristes dire ils se plaignaient de la même chose, on s'est dit qu'à cela ne tienne, on va aller voir ce qui se passe du côté des citoyens. Alors je vois Christelle Leroy là dans le public et je sais que les choses ont beaucoup évolué, notamment chez TF1, chez Canal+, etc. Mais comme je suis plus toute jeune, je raconte mon passé de pionnière, quoi. Et donc voilà. En tout cas, forte de ce constat, on s'est dit bon. On va aller voir les citoyens. Et puis, après tout, puisqu'on parle de diversité, pourquoi on n'irait pas voir un échantillon représentatif de la société française? Parce qu'il faut dire ce qui est, cette société française, elle est quand même très... il y a beaucoup de castes, en fait. Enfin, moi qui ai beaucoup vécu à l'étranger, je trouve qu'il y a des castes, quoi. Et donc, je me dis, sortons un peu de notre entre-soi, où finalement, dans les milieux de l'écosystème écologique, il y a quand même pas mal de bourgeoisie.
des gens qui ont fait des grandes écoles, et que parfois on est déconnecté de la réalité du terrain. Je pense notamment, finalement, un peu la culture gilet jaune, fin de mois versus fin du monde avec les gens de la marche pour le climat. Et comment on rencontre aussi cette culture gilet jaune qui, en plus, a besoin d'être entendue. C'est un peu comme qui est une culture populaire. Il y a une vraie culture populaire, et cette culture populaire, qu'est-ce qu'on en fait et comment justement on emmène avec empathie, avec inclusion et non jugement vers un nouveau contrat social. Et c'est vrai que quand il y a toutes les politiques de mobilité douce et qu'on dit alors je comprends pas pourquoi tu prends pas le vélo, etc., mais que la pauvre personne qui doit faire des allers-retours au-delà du périph' et qui vous dit ouais, vous êtes bien gentil, mais moi en fait pour aller bosser faut que je prenne la voiture, je suis désolée. Comment on rejoint ces personnes là où elles sont et pas où on voudrait qu'elles soient? Comment on les écoute? D'où donc le fait de se dire tiens, on va prendre un outil pour les écouter. Et donc, et sans les influencer, sans être dans du prosélytisme, on va juste les écouter, on va leur dire, et vous, c'est quoi les histoires que vous aimeriez, qui n'existent pas et que vous aimeriez écrire? C'est quoi, selon vous, les grands enjeux actuels contemporains? On vous influence pas, juste on recueille votre information, ces informations. Et aussi, c'est quoi les médias dans lesquels vous aimeriez, ou les formats dans lesquels vous aimeriez transmettre ces histoires? Parce que en fait, quand on voit que TikTok était présent au Festival de Cannes, il y a beaucoup de nouveaux usages. Maintenant, il y a un accord entre YouTube et la SCAM, pardon. C'est en train d'évoluer. Bref. Et cette matière-là, on va la récupérer auprès de scénaristes professionnels qui, eux-mêmes vont la malaxer, l'analyser, etc., proposer des synopsis. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va faire ce qu'on sait faire avec le Festival Atmosphère, c'est former justement à cette pensée systémique. Et donc, on va former aussi bien les citoyens que les scénaristes au nouveau récit pour infuser ces critères de société compatible avec le vivant dans les histoires et ensemble, co-designer un synopsis et ensuite un film, une production par les citoyens et pour les citoyens avec un langage populaire. C'est pareil, un nouveau récit sur le fond et sur la forme. Il y a plein de façons finalement d'interroger ces messages et de se questionner aussi sur les façons de faire. Lou, c'est aussi un petit peu ce qu'on avait fait ensemble avec du coup le concours On s'adapte, qui était un appel à projet ouvert justement aux scénaristes pour créer des courts-métrages qui venaient interroger notre futur souhaitable. Du coup, c'est une démarche qui a eu beaucoup de succès, qui a eu lieu il y a 2 ans. Il y a eu à peu près 270 films, scénarios qui ont été reçus, 10 qui ont été produits. Et il se trouve que le hasard fait bien les choses, mais c'est vraiment le hasard. Ça me permet d'annoncer qu'il y a 2 de ces 10 films qui ont été produits qui sont les lauréats du premier concours de fiction organisé par le Festival des Deauville Green Awards. Donc, on va pouvoir regarder 2 extraits si la régie est prête pour les envoyer et en reparler ensuite de cette démarche. Alors, il y avait un petit souci de son. Ça me permet d'annoncer les 2 noms des lauréats, parce que j'ai oublié de le faire, qui sont donc Mauvaise Graine et Sauvage. Peut-être, Lou, en attendant que le souci de son soit réglé, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette démarche? Oui, alors ça correspond tout à fait à ce que je disais en fait, quand on rencontre pas ces récits, il faut aussi les appeler et expliciter qu'on est ouvert à la nouveauté, la création et à ces sujets. Et donc, on s'adapte. Ça naît de réflexions avec la direction de la RSE, mais surtout la direction du cinéma et des courts-métrages. Donc, à l'époque, c'était porté par Pascal Faure, aujourd'hui par Brigitte Bardot qui a suivi le projet de très près et qui était impliquée dès le départ. Et en fait, ça part de ce constat que finalement, nos représentations du futur au regard de la transition écologique, qu'ils soient proches ou éloignés, face à tous les défis qui se posent à nous, elle est souvent très pessimiste.
très dystopique, anxiogène, et on avait envie voilà de donner à voir des nouveaux récits et des visions de la transition écologique qui soient plus optimistes, mais tout en restant réaliste. Et c'était là le pari de On s'adapte, c'est qu'en fait, dans la plateforme d'appel à projet qui a été co-construite avec Spark News et la Fabrique des Récits, était mise à disposition des futurs lauréats et lauréates un certain nombre de données scientifiques, de conférences, et du coup, il fallait respecter ces contraintes-là, parce que partir sur une utopie, c'était pas non plus souhaitable, parce qu'en fait, on voulait montrer que finalement, ça va arriver, le futur arrive, la transition écologique arrive ou pas, l'urgence climatique en tout cas s'impose à nous, et finalement, à part si on disparaît tous d'un coup, ben il y a de grandes chances qu'on continue à vivre et qu'il y en ait qui continuent à vivre, même si c'est que les chanceux, et on va continuer à tomber amoureux, on va continuer à se poser la question du travail dans la société, de la coopération, et donc comment est-ce qu'on crée des nœuds dramatiques comme ça dans ces futurs-là qui sont prospectifs. Voilà. Parfait. Je crois qu'on peut envoyer les 2 extraits du coup. Merci Lou. C'était super. Initialisation des containers. Analyse des déchets en attente. Ok, allez mon chat. Va chercher. Oui. Allez mon chat. Ok, reviens. Voilà, bravo à Mauvaise Graine et Sauvage, donc les lauréats de ce premier concours de fiction, et ravi de voir que le festival, du coup, va sur ce terrain de la fiction, au-delà de tout ce qui était déjà fait au niveau des documentaires et des différents spots. Pour revenir du coup, pour faire le lien, ces courts-métrages ont aussi été produits, éco-produits. Il y a eu une attention aussi qui a été faite sur le tournage. C'est ce qu'on fera aussi avec le guide de l'écran d'après. Donc, on l'a dit, ce sera une grille de questions, mais il y aura aussi des outils pour venir questionner, donc à la fois la diversité de son équipe, la façon dont les contenus sont écrits, produits, venir aussi apporter venir aider les équipes de production à se questionner, ainsi que les équipes du coup qui vont être chargées du marketing et de la communication. Là encore, on en revient sur cette volonté de toucher l'ensemble de la chaîne créative et de faire évoluer les pratiques sur tous les corps de métier. Et il y a notamment cette notion qui a été citée par Valérie de campagne d'impact, d'arriver à faire le lien entre la fiction et le réel pour que finalement la fiction permette en fait de mettre le pied à l'étrier sur certaines thématiques, de se questionner, d'avoir envie de passer à l'action ensuite. Serge, toi, vous avez mené déjà des campagnes d'impact avec Plus belle la vie. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de à quoi ça peut ressembler concrètement ? Oui, le dernier en date, c'est quelque chose, alors pour le coup, qui nous tenait vraiment à cœur, c'est de transformer dans la réalité une thématique qu'on avait abordée dans la quotidienne. En l'occurrence, lorsqu'on a traité de cette arche sur la protection des forêts et autres, derrière, on a eu envie de prolonger l'expérience, et donc on a fait. Alors, il y a 2 choses que l'on a faites, c'est que la comédienne qui incarne Lola, Marie, on lui a demandé de faire la même chose que son personnage, à savoir s'installer dans un arbre. Bon, là, c'était un petit peu moins long. Elle a passé 2 jours et 2 nuits quand même, mais bon, voilà, pour une ado, sans téléphone, sans rien, voilà. C'était déjà un pari. C'était déjà pas mal. Et dans la foulée, on a lancé une campagne d'ensemencement de graines mellifères pour sauver les insectes pollinisateurs. Donc, on l'a fait avec des associations qui œuvrent sur le terrain. Et donc, on s'est servi de la caisse de résonance de la série pour pouvoir, entre guillemets, essaimer ces bonnes pratiques. Donc, ça a plutôt bien fonctionné, sauf qu'on est en pleine pandémie, Covid. Donc, au niveau de l'impact, ça a été un peu limité, mais en tout cas, ça a été super bien reçu par le public.
C'est quelque chose que vous aviez en tête, du coup, dès l'écriture de l'épisode? Oui, en fait, là, l'avantage, c'est qu'on avait, sans mauvais jeu de mots, un terreau fertile pour pouvoir prolonger l'expérience de cette manière-là. Mais on continue. Là, justement, on va traiter des incendies, on va traiter de la déforestation à nouveau. Et donc, on est en train d'imaginer, pourquoi pas, de réensemencer une zone qui aurait été sinistrée, soit par les incendies, soit une friche industrielle ou autre. C'est top. Ouais, on adore l'idée. Et Valérie, toi, est-ce que c'est quelque chose justement dont vous discutez avec les scénaristes dans la formation, de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir tirer des traits, créer des passerelles avec le réel ensuite par des campagnes d'impact? Alors, pas du tout. Non, Ils vont avoir besoin du guide de l'écran d'après, du coup. En fait, d'abord oui, parce qu'on est complètement complémentaires. Et puis, alors, moi, en fait, je suis un peu dans une autre énergie, en fait, dans le sens où, justement, je pense que je suis pas trop dans la mesure, où je suis pas trop dans une énergie de la volonté, de forcer les choses. Parce que je vous le racontais à l'écran d'après, justement, je suis moi-même passée par ce stade où je voulais que tout le monde bouge ou qu'on passe aux actes, etc. Et je suis un peu trop passée pour une ayatollah, et donc je veux plus je veux plus essayer de convaincre les autres, et je veux même plus être une convaincue, moi, parce qu'en fait, enfin voilà, je pense qu'il est souhaitable juste de rayonner le changement à travers les histoires ou à travers ce qu'on incarne en tant que personne, en tant qu'individu. Mais enfin voilà, j'ai quitté en fait le papier. Alors, on m'a coupé le micro. Je pense que je suis censurée. Tu tenais pas le bon discours, a priori. Voilà, voilà, vous voyez, ben voilà, c'est l'histoire de ma vie. Donc, et donc, non mais donc voilà, je ne suis plus militante, et donc je n'invite plus les autres à l'être. En revanche, pour répondre quand même à ta question, oui, l'Assemblée citoyenne des imaginaires va avoir quelque chose autour du transmédia. C'est-à-dire que on va inviter les gamers. On a présenté le projet Ubisoft. On va présenter. L'idée, c'est qu'effectivement, il y ait de l'immersion, mais en fait, on veut faire vivre des choses immersives en amont, c'est-à-dire amener les scénaristes dans des fermes de permaculture, des producteurs aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ils expérimentent dans leur chair et dans leur cœur ce que c'est que le vivant, mais pas forcer en aval, en fait. Voilà. Mais le but, c'est pas forcément de forcer ensuite les spectateurs, mais plus de leur donner du grain à moudre par rapport aux réflexions qui auront pu naître du coup de ces fictions, et d'accompagner finalement les retours sur ces différentes thématiques par ces campagnes d'impact. Et tu as tout à fait raison, le transmédia, on parle évidemment de l'audiovisuel ici, mais il est essentiel de pouvoir toucher l'ensemble du coup des univers créatifs, et de créer des passerelles avec l'édition, avec les jeux vidéo. Plus on est de fous, plus on a d'impact au final. Oui, enfin, il y a en tout cas effectivement des expériences immersives à vivre, mais pour moi c'est pas. Enfin, après, une fois que le film sort, à Cannes, il y avait un super atelier au fameux espace qui était dédié aux acteurs du changement, et justement où ils invitaient à vivre des expériences immersives autour d'un film. Et donc moi je pense justement plutôt à ça, et c'est une forme d'impact indirect, mais l'intention n'est pas la même, c'est-à-dire comment vraiment on fait vivre des choses avec les 5 sens, et comment on descend de la tête au cœur, quoi, et au corps, et ensuite aux jambes pour se mettre en mouvement, quoi. Mais c'est pas la même démarche, en fait. Non, mais ce qui se rejoint, c'est l'émotion pour passer à l'action au final. Mais parce qu'on a envie de vivre des émotions collectives. Et c'est ce qui nous manque, justement, puisque, en plus, avec l'arrivée des plateformes, on ne vit plus le cinéma ensemble, en fait. Parce que déjà, en soi, aller au cinéma, c'est une expérience de vivre ensemble. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne regarde plus les contenus ensemble. On les regarde un peu... c'est une expérience solitaire, en fait. Et du coup, pour moi, le vrai impact, ça serait de recréer du lien social à travers le contenu, et justement et du dialogue, et de l'inclusion, et de la diversité, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de plus en plus de contenu pour porter tous ces sujets.
Merci beaucoup à tous les trois et à Valérie qui est intervenue tout à l'heure. Et je vous invite, si vous voulez rejoindre l'initiative de l'écran d'après, à venir nous voir, à me contacter, puisque c'est vraiment une démarche de co-construction autour de cet outil qui vous sera donc présenté une fois qu'on l'aura finalisé, testé et qu'on trouvera qu'il est le plus juste possible pour vous aider à porter les sujets sociaux et environnementaux dans vos fictions. Il sera donc diffusé en open source à l'automne sur le site l'écrandaprès.com. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.